Désolé tout le monde, c'est ma faute. Donc là, il devrait avoir du volume. Donc, vous m'avez appelé. Je pense que là, le volume est correct. Je vais lire vos commentaires. Est-ce que le son? Est-ce que le son est bon? Je vais attendre vos commentaires. Est-ce que ça devrait être correct normalement? C'est ma faute. Je m'en excuse, OK? Lancer, c'est 100% de ma faute. On appelle ça un code 18, c'est devant devant l'ordinateur 18 pouces. Donc, je reprends. Désolé pour tout ça. Je reprends avec le son. Les avantages d'une nouvelle plateforme, c'est parfois on fait des petites erreurs. Donc, chez Priscilla a posé la question pour le dernier live. Donc, je passe les questions du dernier live. Donc, il y avait quelqu'un qui disait pour quelqu'un qui cherche à faire l'achat de son premier immeuble, est-ce mieux de chercher pendant 1 à 3 ans le vrai bon deal ou tenter de trouver un deal correct pour débuter et prendre l'expérience? Donc, je vais juste vérifier que le son est bon. Merci. Encore une fois, désolé, c'est ma faute à moi. Donc, allez-y, insultez-moi, s'il vous plaît. Fâchez-vous contre moi, c'est ma faute. Purement ma faute, mon micro était sur mute. Donc, est-ce qu'on attend 1 à 3 ans est-ce qu'on attend 1 à 3 ans ou est-ce qu'on fait plusieurs deals de suite? Donc, la réponse est non, faites-en plusieurs pour plusieurs raisons, en fait. C'est que si vous êtes capable de faire 4 petits simples au lieu d'un coup de circuit, en fait, vous apprenez à travers tout ça. Et si c'est des immeubles que vous détenez, donc pas des flips, si vous les détenez, bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez profiter du temps, du profit dans le temps. Donc, vous allez détenir, donc il va y avoir une plus-value, il va y avoir une capitalisation qui va se créer et ça va faire que dans 3 ans, même si vous trouvez un super bon deal dans 3 ans, et si vous faites des petits deals avant 3 ans, avant les 3 ans, bien, les petits deals vont continuer à prendre de la valeur et ça va équivaloir à une bonne transaction dans 3 ans. Donc, pour 2 composantes, si vous détenez, le temps va vous aider. Donc, essayez de le faire le plus vite possible. Ou sinon, y aller avec pardon, dans le temps, excusez-moi, je suis encore mélangé, je suis encore perturbé par mon micro qui était à mute. Donc, le temps va vous aider et l'expérience. C'est important de bouger, de faire des transactions dans l'immobilier. On reste actif. Quand on reste actif, on nourrit aussi notre réseau de contacts. Félix, Félix qui posait la question, dans le cas d'une conversion semi-commerciale vers résidentielle, quels sont les frais à considérer et comment ça fonctionne, taxes, frais à la ville, etc. Quand vous faites une conversion, on revient avec Luc Poirier, hein, l'entrevue, je pense que c'était effectivement une très bonne, ça pourrait être une très bonne transaction de prendre des immeubles commerciaux et de les transférer en immeubles résidentiels ou du moins semi-commerciaux, dépendant du zonage. Donc, la première chose, en fait, je viens de le dire, c'est le zonage. Donc, si vous prenez un immeuble commercial, vous voulez le transformer en résidentiel, la première chose que vous devriez vérifier, en fait, à la ville, c'est le zonage. Est-ce que c'est permis, oui ou non? Donc, première question, si c'est un zonage purement commercial, vous ne pouvez pas transformer en résidentiel si la ville ne le veut pas. Donc, ça, c'est le premier check. Généralement, la plupart des arrondissements à Montréal ou dans les villes ailleurs dans la province, parce qu'on est évidemment live dans la province, vous allez voir, généralement, ils ont leur carte, là, on appelle ça voyons, j'ai un blanc. Une grille de spécification, voilà, sur le zonage qui vous dit qu'est-ce que vous avez le droit de faire ou non. Donc, le nombre d'étages que vous avez le droit de faire, le nombre maximum de logements, si vous avez le droit de faire du commercial, résidentiel, usage mixte. Donc, c'est à ces endroits-là que vous allez pouvoir voir en ligne la plupart du temps. Donc, première chose, la ville. Ensuite, les taxes, évidemment, la question de Félix, il y avait les taxes. Au niveau des taxes, c'est sûr que ça va changer. Donc, vous passez d'un usage commercial à un usage résidentiel. Donc, les taxes foncières vont changer. Et également, faire attention, il y a de l'autocotisation qui va se créer aussi. Donc, quand vous transformez quelque chose de commercial à résidentiel au niveau de la TPS TVQ, consultez votre fiscaliste parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'autocotisation. Donc, vous allez devoir payer la TPS TVQ sur la nouvelle partie qui a été transformée. Donc, juste faire attention avec ça. Donc, c'est pas mal ça, en fait, je dirais à la ville, vérifier que c'est possible. Faire attention à l'autocotisation, à la taxe TPS TVQ, donc bien consulter un fiscaliste ou un comptable et de vérifier ça. Michel, pour continuer avec la dernière question de la semaine dernière, s'il y en a qui ont vu que c'est pas repris pour si c'est pas si ça n'avait pas été répondu, n'hésitez pas à m'écrire. Enfin, on va voir les commentaires passer à l'écran.
Donc, Michel, il est en train de faire mon premier flip immobilier. C'est un duplex et j'ai tout rénové, électricité, plomberie, porte et fenêtre. Je suis stressé pour ma revente. Est-ce que tu penses qu'avec le marché actuel, je pourrais revendre facilement? Michel, il va avoir un délai. On en a parlé dans les différentes entrevues au niveau des flips. Le problème, c'est l'inventaire qui roule plus difficilement. Donc, évidemment, tout est gelé, Michel. Donc, je ne sais pas si c'était quoi ton financement, financement conventionnel avec une banque ou un financement privé. Donc, oui, il faut juste attendre que ça va repartir. Michel, je pense que pour l'instant, tout est arrêté, évidemment, par le gouvernement. Donc, mais après, quand ça va redémarrer, il va encore y avoir des gens qui vont déménager et tout. Donc, je ne sais pas, faire attention peut-être au flip de luxe. Michel, je ne sais pas si c'est un flip luxueux. Peut-être le luxe va peut-être diminuer. Je suis curieux, en fait, je vais avoir le pouls. J'ai des amis qui travaillent dans les flips de luxe. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec eux, mais on a l'impression que le luxe va peut-être diminuer un peu, puis les gens vont se garder une plus grande marge de manœuvre. Donc, allez-y avec vos questions. Donc, on a répondu en bas, pas en bas, mais plutôt les questions du dernier live. Je vais juste les lire. Essayez de faire ça concis parce que je dois les lire à l'écran en même temps. Attendez, j'essaie de le lire en même temps. Je vais essayer de vous divertir parce que là, vous mettez des longues questions. Quels sont les critères de recherche d'une propriété? Ah, ben, tiens, ici. Sémillon qui avait une question. Quels sont les critères? Hein, Simon, je pense qu'il est anglais de langue maternelle. Quand vous cherchez une propriété, revenu, location, type, nombre d'unités, nombre de chambres. C'est une très bonne question. En fait, on pose souvent ces questions-là. Je vais juste ajouter la caméra comme ça ici. On pose souvent cette question-là en classe. Donc, quels sont les critères d'une propriété à revenu qu'on recherche? Bien, premier critère, en fait, vous devez séparer qu'est-ce qui est petit plex et qu'est-ce qui est immeuble à revenu. Donc, petit plex, ça va être différent que immeuble à revenu. Donc, déjà en partant, quand moi je recherche une propriété, je vais rechercher une propriété qui est 6 logements inclus parce que le petit plex, en fait, pour ceux qui sont un peu moins familiers, ça sert de vos revenus à vous pour se qualifier à la banque. Donc, ça, c'est de côté pour moi tout de suite en partant. Donc, nombre d'unités, pour répondre à ta question, 6 logements inclus. Je vois nombre de chambres. Nombre de chambres, si vous allez dans les maisons de chambre, c'est quelque chose d'assez particulier si vous voulez aller dans ce domaine-là. Hein. Il y en a qui font leur fortune avec les maisons de chambre, mais il faut avoir une structure assez spéciale hein, parce que quand on a des chambres au lieu des appartements, souvent c'est une clientèle peut-être un peu moins désirée. Si vous n'êtes pas en face de l'université, par exemple, vous êtes, je prends l'exemple, Trois-Rivières, Shawinigan, j'ai ça en tête, parce qu'on utilise souvent Shawinigan en exemple, ben, c'est sûr que c'est une clientèle un petit peu moins aisée, évidemment plus problématique. Donc, il y avait quelqu'un qui avait dit ça dans les soirées anglaises du club, il avait dit un locataire qui rentre avec une valise chez vous va pouvoir repartir la nuit avec une valise. Quelqu'un qui rentre avec 2 enfants, c'est sûr qu'il y a plus d'inertie à partir puis à quitter avec les enfants du logement. Donc, ils vont vouloir rester là. Donc, maison de chambre, problématique. Moi, j'aime moins ça. Il y en a qui en font. Puis, ils font beaucoup d'argent. Faites juste attention, c'est difficile de financer. Sinon, rendement minimal, et c'est encore ça, c'est très intéressant. Rendement minimal pour les achats. Parce qu'on me pose souvent la question, qu'est-ce qu'un bon deal pour toi, Jean-Philippe? Et là, je vous le dis, je le dis dans le cours, je le répète des centaines de fois, c'est mon critère à moi. C'est mon critère à moi, ce n'est pas votre critère à vous, c'est mon critère à moi. Quand je regarde une transaction, je suis un optimisateur de bâtiments, c'est-à-dire que je prends des bâtiments qui ont un potentiel, okay, soit que je les paye en bas de la valeur marchande ou je les achète avec un fort potentiel. Je suis un optimisateur. D'ailleurs, on a un livre avec Yvan Cournoyer qui va bientôt sortir, Transformer des multilogements trop chers en opportunités. Donc, on optimise ces bâtiments-là. Donc, mon critère à moi, c'est qu'on doit retrouver 100% de la mise de fonds après un an. C'est-à-dire que j'achète un bâtiment, je l'optimise, donc on augmente les revenus, on diminue les dépenses et on crée assez de valeur, assez de dollars nets dans cette propriété-là pour retourner à la banque, cogner un an plus tard et dire quel montant tu me finances ça. Et le financement, en fait, devrait couvrir mon coût d'achat, mes frais d'acquisition, mes rénovations, en fait, tout l'argent qui a été nécessaire pour le projet. Je ne veux plus qu'il y ait un seul dollar qui reste dans ce bâtiment-là. Parce qu'à ce moment-là, je crée un rendement infini avec ce bâtiment-là parce que je n'ai plus de dollars à l'intérieur. Donc, je crée un rendement infini. En étant agressif, et je le répète, c'est mon critère à moi, et en étant très agressif sur le rendement, c'est sûr que c'est plus difficile de trouver des opportunités. On cherche plus longtemps. Par contre,
quand on a une opportunité, tout est plus facile par la suite. Donc, quand tu as une opportunité qui est très bonne comme celle-là, on a plus de facilité à trouver des partenaires financiers qui vont venir se joindre à l'aventure pour embarquer. Donc, ça permet encore une fois de faire des deals sans argent. Donc, meilleur est votre deal, meilleur vous allez être capable de trouver des partenaires financiers qui vont embarquer avec vous dans l'aventure pour les investissements. OK? Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, plus le deal est bon, tout est facile. Donc, si on fait un profil à l'achat, tout est plus facile. Si on a un fort potentiel d'optimisation sur le bâtiment, après ça, tout est facile. Donc, gardez ça en tête. Donc, pour répondre à ta question, Sémione, c'est juste y aller avec pour moi, le rendement. Et ça pourrait être très bien pour vous, pour un retour sur investissement sur 3 ans, un retour sur investissement sur 5 ans. Vous pouvez acheter un bâtiment et dire, OK, ben, l'argent, on va le revoir dans 5 ans quand on refinance dans 5 ans. Et ce qui est totalement acceptable. C'est mon rendement à moi. Ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est important parce qu'il y a des gens qui collent à ce rendement-là quand ils commencent, par exemple, ils ont de la difficulté à trouver des bâtiments qui sont aussi performants que ça, ils se découragent. Donc, essayez d'identifier quel serait le rendement que vous voudriez avoir en immobilier. Je retourne dans les questions. Là, je vois qu'il y a beaucoup de commentaires avec le son qui fonctionnait. Encore une fois, désolé. Il y a des demandes là, pour expliquer la différence des cours là, entre les différents cours qui sont offerts, parce qu'il y a plusieurs autres écoles de formation immobilière à CRAM. Je ne répondrai pas ça de vive voix, mais je t'invite à aller sur les différents sites. Il y a beaucoup d'offres de formation au Québec. Évidemment, pour prêcher à la paroisse, le club est là depuis 2001, donc ça fait très longtemps qu'il est là. Et il y a un réseau très, très, très puissant à CRAM. Beaucoup d'investisseurs à succès dans le club d'investisseurs immobiliers. Mais je te laisse faire ton choix. Tu peux aller voir les autres écoles également. Tommy qui posait une question. Si je suis un nouveau propriétaire d'un multilogement, est-ce que j'ai le droit d'augmenter les loyers? Attendez, je vais juste mettre ça ici. Si je suis un nouveau propriétaire d'un multilogement, est-ce que j'ai le droit d'augmenter les loyers du montant que je veux? Et la suite de la question, si les loyers sont en dessous de la valeur marchande. Donc, Tommy, OK, on part de la base. OK. La régie du logement, effectivement, elle a un contrôle sur les loyers. En fait, ce qu'elle émet à toutes les années, c'est une suggestion d'augmentation, Tommy. Mais il n'y a rien qui t'empêche, d'un commun accord avec tes locataires, de négocier une augmentation de loyer que tu veux. Okay? Donc, si tu passes d'un loyer de 500 $ à 1000 $, si tu le fais de bonne foi avec ton locataire et le locataire signe l'augmentation, c'est tout à fait légal. Okay? C'est si le locataire conteste l'augmentation de 500 $ à 1000 $, évidemment, c'est un peu extrême, mais gardons l'exemple de 500 à 1000, il conteste l'augmentation. Dans ce cas-là, vous allez devoir vous retrouver devant la régie du logement et c'est leur calcul à eux qui vont utiliser pour calculer qu'est-ce que devrait être une augmentation normale pour le loyer. Mais les gens sont confus avec ça, si on a le droit ou non. On a le droit de le faire si les deux parties sont consentants à l'augmentation. Donc, par exemple, tu pourrais offrir certains trucs qu'on donne dans le coaching. Tu pourrais offrir par exemple, une rénovation, donc au locataire dire j'aimerais ça rester là, mais ma cuisine est désuète. Bon, mais en échange de 100 $ d'augmentation, est-ce que vous accepteriez qu'on refasse votre cuisine, par exemple? Donc, ça pourrait être quelque chose qui est fait et ça se fait très souvent. Et ma recommandation, là, on a malheureusement terminé les renouvellements pour le 1er juillet, mais pour vos prochains renouvellements, c'est essayer de donner des choix à vos locataires, à dire un renouvellement sans rien, un renouvellement, par exemple, avec Internet, un renouvellement avec la cuisine qui est refaite, en exemple, et les montants de renouvellement. Donc, ça laisse le choix au locataire et vous, ça vous rajoute beaucoup de valeur d'avoir des augmentations un petit peu plus élevées, Tommy. Donc, essayez toujours d'aller chercher le plus possible avec ça. Et évidemment, quand on parle d'optimisation, il y a toujours aussi le moyen de négocier avec les locataires. Si jamais ils sont intéressés à partir, on pourrait leur offrir un montant d'argent pour partir, rénover les appartements. Et ensuite, une fois que les appartements sont rénovés, là, évidemment, on peut jouer un petit peu plus avec le loyer. Mais gardez ça en tête, on a le droit quand on est de gré à gré. Sinon, si jamais vous voulez plus de conseils, on est partenaire avec la Corpic, la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. Si vous avez un immeuble multilogement, abonnez-vous à ça. Vous faites juste appeler, faites le 0, vous demandez à parler à un conseiller et vous posez la question pour ça. Parce que, évidemment, je ne suis pas juriste, je suis qu'un ingénieur qui a mal tourné. Qui a arrêté de faire de l'ingénierie et qui est devenu coach en immobilier parce qu'il y a eu une passion avec ça.
En ce moment, Hugo, il disait, dans la promesse d'achat, tu mets quoi comme délai, visite, inspection, évaluation, genre 15 jours suite à la levée de la quarantaine. En ce moment, je vous dirais, consultez vos courtiers immobiliers si vous êtes dans une transaction avec un courtier immobilier, c'est important. Il va le savoir. En fait, je sais que l'équipe de Patrice Ménard ont démarré des nouvelles clauses au niveau de la COVID. Donc, ça pourrait peut-être être intéressant si tu es avec un courtier de peut-être faire rédiger une condition sur la levée de l'interdiction du travail là, qui a été levée par le gouvernement. En fait, c'est ce que j'essaierais de faire via un courtier immobilier. Si tu es tout seul, ben là, évidemment, essaie d'allonger les délais puis explique la situation avec le vendeur. Ou tu peux te faire aider, par exemple, par un notaire pour écrire ces clauses-là. Donc, Hugo, très bonne question. Et je permets de sauter aussi sur une question que j'ai reçue par message d'André. Il m'a écrit si en ce moment, si mon délai de financement est étiré et les banques sont très frileuses à prêter ces temps-ci, est-ce que le vendeur est obligé de me tirer mon financement? Encore une fois, je ne suis pas juriste, je vais juste vous transmettre l'information qui a été transmise avec le président de la Chambre des notaires dans l'entrevue qu'on a fait jeudi dernier. Donc, vous pouvez aller la voir sur le site du club. Je vais juste vous transférer l'information. Est-ce que c'est, André, la réponse, est-ce que c'est possible pour toi de trouver du financement en ce moment? La réponse est oui. Ce n'est pas impossible. Et l'OASIC n'a pas levé le cas de force majeure là, dans les promesses d'achat. Donc, le cas de force majeure n'est pas levé. La question, est-ce que c'est impossible pour toi d'aller chercher du financement? Si la réponse est non, alors normalement, tu devrais être capable de trouver du financement. Encore une fois, je ne suis pas juriste, je ne suis pas dans vos cas précis, là, je ne lis pas vos promesses d'achat, je fais juste vous répéter ce que le président de la Chambre des notaires a dit. Si c'est impossible, donc par exemple, s'il y a une construction neuve, la construction est arrêtée par loi, donc ça c'est impossible. Donc, vous pouvez négocier certains délais dans ce cas-là, mais dans le cas du financement, il y a des banques qui prêtent encore. Est-ce que ça va être ta banque? Est-ce que ça va être ta banque préférée, André? Peut-être pas. Mais malheureusement, le but, c'est de trouver du financement. Donc, vous êtes encore capable. Les banques prêtent encore en ce moment, sont encore en opération. Il y avait ensuite, je descends. Il y avait Elanas qui disait quand est-ce qu'il va sortir le livre sur l'optimisation des immeubles? Bien, on avait un merveilleux salon, hein, peut-être quelques-uns d'entre vous le saviez. Là, on avait un salon le 18 avril avec la Corpic. On avait près de 2000 inscriptions à ce méga salon-là. On pensait faire le lancement du livre. Ce n'est pas le cas, évidemment. Donc, on n'a pas encore la date, mais on vous tient au courant. Il devrait arriver un petit e-book prochainement sur le site. Gardez ça en tête ou abonnez-vous. Abonnez-vous à votre infolette. Vous allez bientôt recevoir sûrement un petit courriel qui va dire que le petit PDF qui contient les 2 premiers chapitres vont être disponibles. Ensuite, Nancy qui disait, bon, OK, je vais répondre rapidement à la question, Nancy. Pourquoi est-ce que c'est difficile d'obtenir du financement régulier d'une banque? D'ailleurs, j'adore la photo de profil avec le petit cochon. Tout ce que je peux avoir, c'est du privé. Nancy, je t'explique un peu la situation. En ce moment, les banques sont en gestion de crise. Donc, ils sont en train de gérer toutes les demandes de report d'hypothèques. Il y a également il y a beaucoup de volatilité sur le marché. Donc, à être une banque, qu'est-ce que je fais? Je dis, OK, je contrôle ma crise. Je m'assure que je n'ai pas besoin de reprendre un paquet de propriétés. Donc, première chose, donc on manage la crise, on s'assure, on donne les délais de paiement à ceux qui en ont besoin, on manage cette crise-là. Et ensuite, après ça, on continue à prêter. Puis encore une fois, beaucoup de volatilité sur le marché. Donc, les banques ont souvent peur d'avoir peur. Donc, ils sont plus frileuses. Là. Donc, on a eu des confirmations de quelques banques de mon côté là, qui ont carrément arrêté les prêts en attendant que tout ça se calme. Donc, malheureusement, oui, effectivement, ça pourrait être du privé, Nancy. Il y avait Dédé qui disait « Je désire investir en groupe, le flip ou le multilogement en groupe, le max de personnes impliquées devrait être combien selon vous? Conseil. Le moins possible, tant qu'à moi, quand vous investissez en groupe, le moins possible, parce que moins vous avez de gens, moins il y a de complications possibles. Okay? Donc, et rappelez-vous quelque chose, c'est important. Quand vous avez un partenaire, en réalité, vous en avez 2.
Parce que si vous faites affaire avec monsieur, madame, ben monsieur a une conjointe, madame a un conjoint. Et là, quand il est question d'argent, des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça vient tout s'englober là-dedans. Donc, ma réponse, ce serait le moins possible. Regardez c'est quoi le potentiel que vous avez en termes de monnaie. Et le potentiel en termes de monnaie. Et allez-y essayer de regarder qu'est-ce que vous pouvez acheter pour investir. Ensuite, flip multilogement. Ça dépend de vos objectifs. Flip, on gagne un revenu plus rapidement. Multilogement, on gagne pour le futur. Multilogement, assurez-vous, en fait, peu importe si c'est flip ou multilogement, de juste bien balancer les tâches et s'assurer que personne n'est floué là-dedans, là, que tout le monde reçoit son dû, parce que le multilogement, on va travailler un peu, ensuite on a une progression dans le temps, on va avoir une valeur qui va grimper dans le temps, tandis que le flip, c'est tout de suite. Donc, flip multilogement dépend de vos objectifs, puis le nombre de personnes le moins possible si vous êtes capable, parce que par expérience, quand on commence à être 5, 6, 7 investisseurs, quand on a 5 investisseurs, on a 10 opinions différentes à propos du projet, donc essayez de diminuer ça le plus possible. Marie-Josée qui posait des questions. C'est des questions légales. Marie-Josée, faites attention avec ça, OK? Marie-Josée, j'aimerais mettre ta question à l'écran là, pour une question de négociation avec des locataires. Comme je ne suis pas juriste, je ne peux pas donner d'avis légaux. OK? Donc, allez-y avec la Corpic ou allez-y avec un avocat au niveau des négociations avec les locataires parce que je ne peux pas me permettre, je n'ai pas le droit en fait de faire ça. Puis si jamais j'ai un mauvais conseil, ben, je pourrais me faire taper ses doigts. OK? Il y a une question ici, Daniel. Bon, est-ce que c'est obligé que les baux soient du 1er juin au 30 juin? Absolument pas, Daniel. Donc, les baux, ça peut être n'importe quand. Vous pouvez signer ça du 14 janvier au 26 juin. Attention, par exemple, même si vous avez un bail anormal comme ça, le locataire a toujours le maintien des lieux. Est-ce que les locataires préfèrent y aller 1er juillet? Un petit peu, parce que c'est sûr qu'on a plus de mouvements, on a plus de demandes quand on a un logement vacant. Et donc, c'est un peu plus facile. Rappelez-vous que c'est unique au monde. Il y a même des gens qui sont venus filmer cet effet-là du 1er juillet. Hein. C'est unique au monde. Je ne me souviens plus exactement de l'histoire, pourquoi que ça avait changé au 1er juillet. Mais bref, c'est unique au monde. Donc, Marc-André Lachance, comment gérer le rapport d'inspection du vendeur dans notre EPA inclus dans le document Matrix? Quels sont nos recours ainsi que notre levier de négociation pour une inspection avec nos experts une fois la PA acceptée? Je vais relayer la question, Marc-André. Comment gérer le rapport d'inspection du vendeur dans notre PA? OK, donc le rapport la personne a un rapport d'inspection. Marc-André, sous toute réserve, normalement, quand tu as une clause d'inspection, c'est toi. Il faudrait relire la clause. Je ne l'ai pas exactement en tête, mais normalement, c'est ton inspecteur à toi. Si vous êtes en train d'écouter, c'est Yvan. D'ailleurs, Yvan est très, très bon dans les promesses d'achat. Si jamais tu es là, tu l'écriras, tu répondras. Normalement, tu as le droit de le faire par ton expert à toi. Donc, s'il y a un rapport d'inspection déjà prêt, tant mieux. Tu peux l'utiliser ou non, ou tu as tout à fait le droit, si dans la promesse d'achat, tu as écrit que tu voulais faire inspecter la propriété, tu as le droit de faire inspecter la propriété avec ton expert. Et encore une fois, vous pouvez mettre toujours une clause de délai de dire, bon, ben, tous les délais vont démarrer à partir de l'avis d'interdiction du travail. C'est ce que je ferai dans une promesse d'achat. OK? On continue. Vincent Falardeau, serait-il mieux d'augmenter le loyer en laissant le locataire dedans ou de m'organiser pour qu'il parte? Ça dépend, Vincent. Est-ce que tu vas être capable de l'augmenter selon le prix du marché avec un locataire en place? Sinon, est-ce que tu es très loin? En fait, la réponse, là, si j'essaie de synthétiser ça, si tu as un petit gap, c'est-à-dire que tu loues ton loyer 500 puis le loyer du marché, c'est 600, Vincent, peut-être essayer de négocier une entente à l'amiable, peut-être avec une compensation monétaire pour revenir au montant du marché. Mais si tu es à 500 $ puis le prix du marché, c'est 1000 $, ben dans ce cas-là, tu ferais peut-être mieux d'essayer d'arriver avec une entente à l'amiable. Hein, puis on dit toujours des ententes à l'amiable. Je le répète, là, il y a des gens qui pensent qu'on expulse des gens. Ce n'est pas le cas. On essaie de négocier à l'amiable un montant de compensation pour un déménagement. Et je peux vous garantir que les locataires qui quittent les logements sont très contents d'avoir eu la compensation monétaire et ils s'en vont dans un nouvel appartement avec ce montant-là. Donc, dans un cas où tu as un gros gap entre ton loyer actuel et ton loyer marchand, Vincent, je ferai une négociation directement
avec le locataire pour un possible départ. C'est sûr que s'il ne veut pas partir, il ne veut pas partir. On ne commencera pas à se battre avec ça. Là. Il y a certaines techniques, vous allez les voir justement dans le livre qui s'en vient, il y a certaines techniques, mais je ne suis pas très, très chaud à l'idée. Quand on a des locataires, c'est nos clients. Si les locataires nous respectent, et c'est la plupart du temps, c'est le cas, on les respecte en retour avec ça. Donc, gros gap, on négocie un départ. Petit gap, on peut essayer de négocier avec le locataire en place pour aller sauter ce gap-là. Et encore là, Vincent, je ne sais pas de quelle région tu viens. C'est sûr qu'un logement vacant à Montréal, ça se loue comme ça. Québec aussi. Si tu es encore une fois, pauvre Shawinigan, je suis désolé si vous venez de Shawinigan, mais c'est un exemple parce que la ville est en train de se relever, mais pour l'instant, le taux de vacances est élevé. Donc là, tu essaierais de garder le locataire en place. OK? Donc, tout dépend. Donc, un vendeur, ça c'est des questions légales encore, mais je peux vous la répondre celle-là. Un vendeur peut-il renoncer à vendre au moment de planifier l'inspection? Un contrat de promesse d'achat, c'est un contrat qui lie les deux parties ensemble. Si toutes les conditions du contrat sont respectées, la transaction doit avoir lieu. Jimson, j'espère que je prononce bien ton nom. Donc, on doit absolument faire la transaction dans ce cas-là. On n'a pas le choix, on ne peut pas se sauver d'une transaction comme ça. Même les notaires peuvent aller en fait, vous pouvez faire une demande en passation de titre, c'est-à-dire que j'ai une promesse d'achat avec toi, Jimson, et finalement, tu décides de te retirer de la promesse d'achat sans aucune raison valable. Donc, le contrat tient toujours. Je peux aller demander en fait une passation de titre. Donc, le notaire va forcer la transaction, même si tu ne veux pas signer le document, je vais devenir propriétaire de ton bâtiment. Donc, une promesse d'achat, c'est un contrat très fort. On ne peut pas s'en sortir à moins qu'il y ait une clause échappatoire, pas une clause échappatoire, mais une clause qui n'est pas respectée dans la promesse d'achat. Donc, on peut aller en passation de titre. J'aime ça. OK? Donc, je continue. Elana encore qui avait une question. Est-il possible de financer un sixplex au personnel comme propriétaire occupant et mettre seulement 10 de mise de fonds? OK. Oui. Je pense à Desjardins. Le reste de la question qu'on ne voit pas. Oui, c'est possible de le faire, de financer au personnel. Effectivement, Desjardins fait partie des banques caisses, là, parce que c'est une caisse, c'est pas une banque. Fait partie des institutions qui sont capables de financer au personnel le 6 logements et plus. Ils vont jusqu'à 8 logements en passant au niveau du personnel. Donc, ils vont financer ça comme un petit plex, c'est-à-dire qu'ils ne financeront pas selon les revenus du bâtiment. Encore une fois, une petite révision là, pour ceux qui le savent. Les petits plex, c'est le financement, c'est vous qui vous êtes, ouais, c'est ça, qui êtes financé, vous le savez, vous l'avez fini. Pour moi, la phrase. Et au niveau des 6 logements, en fait, c'est les revenus du bâtiment qui vont être financés. Donc, Petitplex, c'est Petitplex, c'est le revenu des personnes. Les CC+, c'est les revenus du bâtiment. Quand vous y allez dans un prêt personnel, ça va être selon la valeur marchande du bâtiment. Donc, le prêt est selon la valeur marchande et non pas selon les revenus. Et c'est vous personnellement qui êtes qualifié. Donc, oui, Desjardins jusqu'à 8 logements, mais à noter que vous n'avez pas besoin d'aller y habiter. Quand vous êtes 6-8 logements, là, ils savent Desjardins que vous n'allez pas aller habiter là, donc vous n'avez pas besoin d'y habiter. Et vous pouvez aller chercher une mise de fonds de 20 donc 10 ce n'est pas vrai. 10 là, c'est vraiment dans des cas des propriétaires occupants. Et ça, c'est la SCHL qui décide ça. C'est la SCHL qui assure. Et jusqu'à 4 logements, 5, je ne suis pas sûr au niveau de la SCHL si on peut le passer comme propriétaire occupant. Mais définitivement, propriétaire occupant, maison duplex, 5 triplex, quadruplex, 10 et ensuite, là, on quitte le monde résidentiel selon la SCHL. Donc, oui, tu peux y aller résidentiel pour la question, mais tu ne peux pas y aller avec la SCHL. OK? Ensuite, Madalena qui avait une question. Mon Dieu, on a quand même beaucoup de questions. C'est le fun. Je vais continuer un peu juste parce qu'il y a eu un petit problème de micro. Et normalement, on essaie de les tenir à 30 minutes, mais on va l'étirer un petit peu. On va vous la toffer, mettons, un 40-45 minutes, juste pour m'excuser. Encore une fois, de ma faute. En plus, je suis ingénieur. Hein, vous allez pouvoir rire que le micro n'était pas allumé. Madalena qui posait la question suivante. Si on fait une offre au prix demandé sur un immeuble à revenu, est-ce que le vendeur peut refuser de nous répondre? Absolument. Tu peux offrir 2 fois le prix qu'il veut. Si ça ne lui tente pas de te répondre, ça ne lui tente pas d'accepter ton offre, il n'accepte pas son offre. Donc, ça, il n'y a rien à faire là-dessus. C'est le vendeur qui décide. Tant que la promesse d'achat n'est pas acceptée. Une fois que ta promesse d'achat est acceptée, il a accepté à ce moment-là, à moins qu'il y ait une clause qui lui permet de sortir, il ne peut plus arrêter de vendre le bâtiment.
OK. Ah, Nicolas, j'adore cette question-là. Nicolas Leborgne. Pour un premier investissement multilogement, tu conseilles duplex, triplex ou plus? Je te conseille dans le petit. Moi, j'ai commencé avec ça. J'ai commencé avec un triplex et ça a été une merveilleuse école de l'immobilier. Je vous le dis, j'ai appris à gérer des locataires. J'ai appris à faire un petit peu de rénovation à l'intérieur de mon triplex. J'ai appris la régie, j'ai appris plein de choses dans un petit investissement. Il y en a qui vont dire non, je préfère être à location puis acheter un 6 logements et plus. Tout est correct. Tout est correct. Vous pouvez commencer comme vous voulez. Mais moi, j'adore commencer avec une petite unité parce que c'est comme une petite école, puis après ça, on peut grossir par la suite. Donc, si tu es capable, triplex, quadruplex, Nicolas, pour essayer d'avoir un petit peu plus de revenus. Mais oui, comme investisseur occupant, en plus, les mises de fonds sont plus basses en tant que propriétaire occupant, Nicolas. Donc, ouais, un premier investissement, définitivement. Duplex, triplex ou quadruplex, ça serait bien. All right. Est-ce que Guy qui avait une question, même ça pourrait peut-être être par Yvan. Guy, je vais y tenter d'y répondre du mieux que je peux. Hein. Je suis moins un flipper en fait, je suis plus un déteneur de bâtiment qu'un flipper, mais il y avait une question, afin de bien évaluer le rendement d'un flip, est-ce qu'il y a un ratio à conseiller, achat plus réno? Non, parce que tu pourrais acheter un flip dans lequel tu n'as pas beaucoup de réno à faire, mais que tu as un bon prix. Sinon, il y en a d'autres que tu payes pas cher, mais que tu as beaucoup de réno à faire. En réalité, là, Yvan, dans son cours de flip et dans son livre merveilleux, Les Flips, best-seller, je pense 16 000 copies vendues. Si jamais tu veux aller lire, Guy. Très, très bon livre. Donc, ça serait d'y aller avec d'essayer de payer environ 25 en bas de la valeur marchande. Donc, quand tu vas dans un flip, si la maison en vaut 200, tu essaies de payer 150 000 pour la maison. Ça va t'aider justement avec tous les coûts d'acquisition. Et le cours de flip, en passant, il est donné jeudi. J'ai oublié de le dire, mais jeudi, il est donné en version live, Guy. Je pense à moitié prix. Si je me souviens bien, allez voir sur le site, là, je ne veux pas m'avancer avec un prix au cas où que ce soit le mauvais, mais il est à moitié prix en live. Et dans le fond, il va y avoir le cruncher, donc tous les ratios vont être expliqués là-dedans. Fait que c'est super. Puis en plus, vous restez chez vous. Au lieu d'écouter Netflix, on s'en va écouter un cours avec Yvan. Je voyais que Yannick t'a répondu. Yannick Champagne, merci. Ensuite, qui fait l'estimation de la propriété? La banque. Ah, ça, j'adore cette question-là. Ça, je me suis fait avoir quand j'ai commencé dans mes jeunes temps d'investisseur immobilier que j'aime cette question-là. Qui fait l'estimation de la propriété? La banque, un évaluateur agréé, avant achat et dans un refinancement. Généralement, encore une fois, on sépare les deux mondes. Petitplex, 6 logements inclus. Okay? Petitplex, généralement, c'est la banque qui va faire l'évaluation et c'est une évaluation très sommaire. Okay? L'évaluateur va rentrer, va visiter un peu. C'est vraiment, vraiment rapide. C'est un tout petit rapport qui va être fait et généralement, c'est la banque qui le fait. Dans le 6 logements inclus, dans un cas de financement et refinancement pour le Petitplex, juste pour finir. Dans le 6 logements inclus, le 6 logements inclus, vous avez le choix. Okay? Les banques essaient de vous faire croire que vous n'avez pas le choix, mais vous avez le choix. Ils ont tous une liste d'évaluateurs agréés qui sont approuvés avec eux. Donc, si vous amenez un rapport d'évaluation agréé qui sont adressés à leur nom, avec un rapport avec un évaluateur agréé qui est approuvé par la banque ou la caisse, vous avez le droit de le faire. Généralement, les banques vont vous dire prenez notre évaluateur, ça va vous coûter moins cher parce que c'est vous qui le payez, cet évaluateur-là, dans le 6 logements et plus. Ça va vous coûter moins cher. Prenez notre évaluateur agréé. Le problème, c'est que dans ce cas-là, c'est qui paye l'évaluateur agréé? C'est la banque. Okay? Donc, il va être plus enclin à travailler pour vous ou travailler pour la banque, vous pensez. Je pense que je ne peux pas vous entendre. Là. Et puis en passant, on est 200. C'est magnifique, en fait, pour notre troisième question-réponse. Merci à tous. Puis merci d'avoir été patient pour les 2 premières minutes problématiques. Donc, pour en revenir, donc, il va travailler pour la banque. Okay? Parce qu'il veut se protéger. L'évaluateur agréé, okay, il donne une valeur sur une bâtisse. La banque reprend la bâtisse. J'arrête de payer, la banque reprend la bâtisse. Si elle n'est pas capable de vendre au prix que l'évaluateur agréé l'a évalué, l'évaluateur agréé peut être imputable et se faire poursuivre là, par la banque pour une mauvaise évaluation. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, l'évaluateur agréé? Il va mettre le prix pas trop haut
pour ne pas se faire poursuivre, pour avoir moins de chances de se faire poursuivre, mais des fois juste assez haut pour obtenir le financement. Donc, parce qu'ils savent le prix que vous avez payé. Et n'oubliez pas, c'est des humains, donc ils savent le prix que vous avez payé, donc ça les influence un petit peu. Donc, ça cause problème parce que si on essaie de refinancer par la suite, le rapport d'évaluation agréé est rentré à un certain prix et la banque croit son évaluateur agréé et avec raison. Donc, c'est problématique. Et je sais que les évaluateurs agréés ont un ordre professionnel. Ils ne devraient pas faire ça, mais je vous le dis, c'est des humains. Généralement, dans des cas de financement, ils vont évaluer un petit peu plus bas que dans le cas d'un refinancement. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, j'utilise mon évaluateur agréé qui vient évaluer ma propriété et quand je fais évaluer la propriété, je dis au vendeur, tu n'as pas le droit de dire le prix que j'ai payé. Je ne veux pas influencer à la baisse mon évaluateur agréé dans le cas où j'ai fait un profit à l'achat. Donc, pour moi, toujours utiliser ton évaluateur agréé à l'achat et au refinancement. D'ailleurs, on a eu la confirmation tout à l'heure. Mercredi, la semaine prochaine, pour mercredi cette semaine, on va avoir les gens de chez Capria qui vont venir parler des évaluations de bâtiments. Les évaluations de bâtiments là, dans ce temps de crise-là, comment ils ont fait pour continuer à faire les évaluations parce qu'ils sont quand même capables. Et aussi, probablement, ils vont nous aider à essayer de comprendre le marché. Okay? Dernière question pour finir à E45. Je l'ai étiré un peu. En passant, on a toujours les questions-réponses qui vont revenir. Donc, suivez sur la page Facebook du club ou abonnez-vous à l'infolette. On va vous tenir au courant. Donc, on est avec vous pendant que vous êtes à la maison. Donc, ça, c'était la question ici. Les pour et les contre d'attendre que cette situation de COVID soit terminée pour acheter un Plex. C'est une bonne question. On peut se lancer là-dessus. Pour les gens qui avaient encore des questions, gardez-les pour le prochain question-réponse. Sinon, je vais y répondre. Je vais les imprimer. Je vais les répondre à la prochaine session de questions-réponses. Mais je vais y aller avec ça ici, Denis. En passant, c'est Jean-Philippe. Je ne sais pas si Denis, ça s'adressait à moi, mais je m'appelle Jean-Philippe. Bonjour. Les pour et les contre d'attendre que cette situation soit terminée avant d'acheter un 5plex. Je vous dirais de ne pas attendre nécessairement la prospection. Avec tous les experts là, interviewés, je ne pense pas qu'il va y avoir de baisse de prix sur le marché. La situation semble s'améliorer. Il y a un énorme potentiel, encore une fois, au Québec, particulièrement à Montréal, sur les propriétés. Donc, les taux d'intérêt ont baissé, donc ça allait aider également les prix des bâtiments. Donc, je te dirais, vas-y, essaie de faire des offres d'achat, continue de faire tes offres d'achat en mettant une clause, soit des délais très longs, ou en mettant une clause de reprise des travaux là, ou reprise du due diligence qu'on appelle après la reprise des travaux, là, que tout le monde puisse recommencer à travailler. Donc, je vous dirais, continuez à prospecter, c'est le temps. Continuez à vous former ce que vous êtes en train de faire, continuez à prospecter. Encore une fois, c'est très profitable. Donc, oui. Ben, pourquoi pas? Ah, il ne connaissait rien là-dedans. En plus, mon Dieu, ton nom, je viens de le voir. C'est donc bien drôle, ça. Il ne connaissait rien là-dedans. Ben, voyons donc. Pourquoi tu ne connais rien là-dedans? Pourquoi tu dis ça? Ça, c'est très drôle. J'adore ton nom. En passant, c'est ton vrai profil Facebook. Là. Je ne sais pas c'est quoi ton vrai nom. Mais en tout cas, voilà. Donc, ouais, donc un autre. On y va avec un autre. Tuc. Je vais vous en faire un autre juste pour vous gâter. Très bonne question, Nathalie. Viens ici. Désolé pour le petit silence. Hein, j'essaie de lire en même temps les questions. Essayez d'être concis dans vos questions là, parce que c'est difficile pour moi de lire. Donc, je viens d'acheter mon premier triplex et les baux sont d'une durée d'1 mois, mais la propriétaire les renouvelle à tous les mois. OK, c'est normal. Plus facile, là, j'aime pas ça le mot, plus facile à expulser s'il ne paye pas. Non. En fait, c'est exactement la même chose que vous ayez un bail au mois, que vous ayez un bail à l'année. Le locataire a toujours le droit de maintien des lieux. C'est juste les renouvellements qui sont différents. Et en passant, Nathalie, les banques n'aiment pas les baux au mois parce que ça montre une certaine instabilité dans le bâtiment. Donc, ça veut dire que les gens pourraient quitter n'importe quand et donc affecter votre revenu. Donc, les banques aiment ça, des baux annuels, une certaine stabilité sur les baux. Donc, c'est quelque chose qui est pas très apprécié des banques. Donc, si tu es capable d'acheter et faire changer pour des baux annuels, donc d'aller rencontrer les locataires, expliquer la situation, changer pour des baux annuels, ça va être bénéfique pour toi. Meilleure stabilité et moins de travail aussi, là, des baux au mois, là, tout le temps renouveler ça, c'est assez épuisant. Mais non, ils ont le droit de maintien des lieux. Savez-vous quoi? Il peut y avoir des baux verbaux aussi. Donc, des fois, il y a des gens qui font des baux verbaux, puis avec ça, ça tient la route. Donc, oui, donc ils ont le droit de maintien des lieux.
et 44. Ça va juste me laisser le temps, en fait, de vous dire merci. Encore une fois, merci de la patience pour les 2 petites premières minutes. Code 18, juste en face de l'écran. C'était mon problème à moi. Et donc, je vous remercie une fois de plus d'être venu à sa question-réponse. Il va en avoir d'autres. Donc, on en fait au moins un par semaine. Et même les intervenants vont changer. Yvan Cournoyer, président du club, va venir. Donc, si vous avez des questions de flip, n'hésitez pas. Il va y avoir également Jean-Pierre Dussault, coach et coach et animateur des soirées à Québec, qui est excellent orateur et une connaissance absolument incroyable du marché, spécialement en gestion d'immeubles aussi. Donc, si vous avez des questions pour lui, ça va me faire plaisir. Sinon, on continue la série des grandes entrevues. Mercredi, on reçoit Kevin Bush. Je vous l'ai dit, jeudi, on a le flip en ligne. Donc, si jamais ça vous intéresse, ça peut être super intéressant. Ensuite, on a vendredi, on a le début du coaching. Donc, si ça vous intéresse d'embarquer dans le coaching, on commence en virtuel, on va finir en vrai. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. On vous offre évidemment de pouvoir suivre les cours en vrai si jamais vous voulez aller voir le networking, qui est quand même une force là, importante une force importante de l'investissement immobilier, c'est d'avoir du réseau. Donc, sur ce, je vous dis un immense merci. Gardez vos questions pour la semaine prochaine. Sinon, encore une fois, je les imprime, puis on y va la semaine prochaine. Mais sinon, c'est tout pour moi. Merci d'avoir partagé votre temps et encore une fois, une merveilleuse journée.